Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Monsieur De Sterck dans le cadre du cycle Votre futur métier. Donc il s'agit d'interviews d'anciens diplômés de l'UMONS qui présentent leur métier. Monsieur De Sterck, merci pour votre présence. Et donc ma première question, c'est quel est votre profil académique? Donc, mon profil, c'est avant tout un profil d'instituteur primaire. Donc, j'ai été diplômé en 2007 de la HEH Tournai. Ensuite, j'ai réalisé la passerelle vers le master en sciences de l'éducation que j'ai terminé en 2010 en finalité spécialisée. Et puis, j'ai enchaîné sur un doctorat en sciences de l'éducation que j'ai terminé en 2014. Donc, ça, c'est pour mon profil académique. Merci. Alors, où travaillez-vous actuellement? Alors depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans, je suis co-responsable de la cellule pédagogique de l'école du feu du Hainaut, donc qui est une des filières de l'Institut provincial de formation du Hainaut, qui s'occupe essentiellement, mais pas que, de la formation des métiers de la sécurité. Donc à mon niveau, je m'occupe de la formation des pompiers. Ça, c'est mon emploi principal. À côté de ça, j'ai 2 charges de cours au niveau de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. L'une en master en sciences de l'éducation, qui est le cours de méthodologie de l'accompagnement et de la supervision en contexte professionnel. Et la seconde, qui est en master complémentaire, donc un master complémentaire centré sur l'accompagnement, qui est organisé en interuniversitaire entre l'UMONS, l'ENALUX et l'UNAMUR. Donc voilà. Ok. Alors, quelles sont les principales missions de ces métiers? Donc au niveau de mon emploi comme responsable pédagogique, donc il y a trois grandes dimensions de ma fonction qui sont le recrutement des formateurs, leur formation pédagogique, andragogique, et leur accompagnement sur le terrain, le service après-vente, moi j'appelle ça. Donc Ok. voilà, ça c'est vraiment les trois grands axes. À côté de ça, évidemment, je réalise avec mes collègues ce qui touche à l'ingénierie de formation, donc la conception des dispositifs de formation pédagogique et technopédagogique. Et je participe activement au management de la qualité de ma filière, puisqu'on est certifié ISO 9001. Donc voilà, c'est pour l'essentiel. Ok. Et puis évidemment, vous avez votre charge d'enseignement. Voilà, dans les deux, dans les deux filières que vous avez citées précédemment. Alors, décrivez un peu votre journée professionnelle type. Donc, au niveau comment dire, d'une journée type, c'est pas forcément facile, hein, comment dire, de cerner ce que je vais faire parce que c'est un emploi qui est, comment dire, chaque journée est vraiment très différente puisqu'on intervient sur beaucoup de niveaux avec beaucoup de collaborateurs. Pour vous dire, moi, je gère environ 220 à 230 instructeurs, donc pompiers. Donc voilà, ça fait beaucoup de collaborateurs potentiels et forcément aussi beaucoup de projets à gérer, notamment ici avec voilà, la pandémie qu'on connaît. On a eu une explosion comme partout ailleurs du développement de la formation à distance, donc ça fait voilà, beaucoup de projets à mener. Donc, mais bon, si je devais essayer de trouver des activités types, bon, forcément, comme n'importe quel gestionnaire de projet, il y a un moment de priorisation en début de journée où on va se dire, OK, ça c'est l'urgence ultime, il faut l'avoir bouclé. Voilà, ça c'est pour la semaine, ça c'est pour le mois où c'est pas trop urgent. Donc ça c'est important. Et forcément de coordination avec mes collègues puisque j'ai un binôme sur la même fonction. Donc c'est important de dispatcher le travail. Et ensuite, on aura d'office justement de la coordination de projet. Par exemple, bon, ce qui est développement de la formation à distance. On est également investi dans le développement de tout ce qui est simulation virtuelle. Et puis tous les projets liés aux formations plus classiques sur notre site pratique. Alors, je fais de l'appui aux autres processus de l'institution, c'est-à-dire que je vais aider notre service planification à concevoir les horaires, puisque au niveau du bureau pédagogique, on crée ce qui est de l'ordre des séquences
théorique des formations, la macro-planification des cours, qu'est-ce qui vient avant quoi en fonction des prérequis. On va aussi identifier quel formateur va donner quel cours en fonction voilà, des forces de chacun et aussi en termes en utilisant des comparaisons de titres et mérites. Celui-là sera voilà, plus adapté qu'un autre à telle fonction. Voilà, et puis après, il y a son lot d'imprévus sur les journées. Mais grosso modo, c'est ce qu'on va retrouver, avec parfois des journées qui sont très spécifiques, où par exemple, je vais dispenser une formation pédagogique pour des futurs instructeurs, où je vais participer à des jurys, justement pour différentes formations. Ok. Et quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Alors, je vais les différencier en deux grands types. J'ai envie de dire à un niveau d'abord transversal, puisqu'on n'a pas vraiment de journée type, puisqu'on a beaucoup de collaborateurs et beaucoup d'imprévus, comme dans l'enseignement et la formation en général. Ça demande une certaine dose d'adaptabilité, de flexibilité. Donc voilà, c'est un peu en fonction du caractère de chacun, mais voilà, il faut pouvoir rebondir et il faut aimer l'imprévu. Moi c'est vraiment ce que j'aime, donc je suis très bien là où je suis, mais voilà, il faut le savoir. Ça demande beaucoup d'autonomie aussi, parce que c'est un poste à responsabilité. Comme je disais, un peu plus de 200 personnes à gérer, pas au quotidien en présentiel, mais dont il faut pouvoir non seulement identifier les forces, les besoins d'amélioration, mais aussi avec qui il faut pouvoir dresser des parcours de développement professionnel, puisqu'on essaie de les faire progresser en tant que formateur. Il faut savoir qu'un formateur pompier, à la base, il reçoit 40 heures de formation pédagogique. Et avec ça, il doit pouvoir donner cours. Donc, il y a forcément derrière un gros accompagnement qui est fourni sur le terrain pour les aider à progresser, développer leurs compétences. Donc, puisqu'on travaille, de nouveau, je reviens là-dessus, mais puisqu'on travaille avec énormément de collaborateurs, moi je dis souvent, il faut une bonne dose d'intelligence émotionnelle et sociale. On gère des équipes. Et pour arriver à tirer le meilleur de chacun, il faut pouvoir être à l'écoute et pouvoir voilà, fonctionner positivement avec ses collègues. C'est vraiment important. L'aspect savoir-être est vraiment très présent dans ce métier et de manière générale dans les professions qui sont liées aux sciences humaines. Donc, puisqu'on doit régler beaucoup de problématiques et de problèmes, faut être orienté solution. Voilà, c'est toujours chercher qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour régler le problème, plutôt que de se dire ok, d'où ça vient, qui est en cause. Ça, c'est pas la bonne. Voilà, c'est pas la bonne attitude. Donc, il faut être le vecteur de cette vision-là au sein de son institution. Et alors, de nouveau, puisqu'on touche à de la conception de formation, voilà, de l'andragogie, il faut aussi une bonne dose de créativité. C'est nécessaire pour trouver de nouvelles solutions à des problèmes, proposer des alternatives. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande d'être un peu divergent. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'ordre des compétences plus transversales, j'ai envie de dire. Après, évidemment, sur le plan plus disciplinaire, avoir une formation pédagogique est vraiment essentiel. Et dans ce domaine-là, par rapport à ce que propose le master en sciences de l'éducation, c'est plutôt ce qui touche aux compétences liées à l'ingénierie de formation, donc la conception de dispositifs pédagogiques et technopédagogiques, pouvoir aussi développer ses compétences en matière, je l'ai dit déjà 2 fois, mais d'andragogie, c'est-à-dire que nous, on travaille avec un public adulte, si ce n'est les cadets qui, eux, ont 16-17 ans. Mais sinon, notre public, voilà, c'est un public adulte qui va en général de 18 jusqu'à la fin de carrière des pompiers. Donc voilà, c'est un public qui est spécifique aussi, puisque par exemple, pour rentrer sapeur-pompier, il ne faut pas de diplôme particulier, même pas le secondaire. Donc il faut pouvoir travailler avec des gens qui ont ce type de profil, mais également avec des officiers qui, eux, sont polytechniciens, où voilà, ça demande de pouvoir être flexible au niveau de son approche. Voilà, donc ça c'est au niveau des compétences. Ouais, de belles compétences. Alors, la dernière question, finalement, donc on est ici avec des étudiants de faculté de psycho. Quels sont vos conseils de type insertion professionnelle pour ces futurs jeunes diplômés?
Alors, ils vont se situer à plusieurs niveaux. Donc, c'est déjà, si vous vous sentez une sensibilité avec la formation, c'est déjà au niveau de vos choix dans le cursus, poser des choix en conséquence, c'est-à-dire pouvoir suivre certains modules de formation, des unités d'enseignement et activités d'apprentissage qui sont cohérents avec cela, donc qui sont forcément situés dans le master en sciences de l'éducation. Donc ensuite, c'est réaliser des stages, c'est-à-dire qu'on n'est pas... donc moi, je suis chez les pompiers, mais chaque filière de sécurité, donc policiers, ambulanciers, gestion de crise, voilà, ont un pédagogue, au moins. Nous avons un petit problème de connexion. Voilà, je pense que ça fonctionne. Voilà. Désolé. Donc, Non, il n'y a pas de donc je souci. disais, réaliser un stage, c'est vraiment une bonne initiative. Chaque année, on prend un stagiaire ou deux stagiaires. Cette année, on en a deux, voilà, qui ont envie de découvrir le métier et à qui on essaye justement de donner aussi des responsabilités pour qu'ils puissent apprendre un maximum hein, par rapport à ce qu'on réalise chez nous. Voilà, et puis après, c'est déjà connaître l'existence hein, de cette fonction-là. Pour tout vous dire, avant de postuler ici, je ne savais pas du tout qu'il y avait des gens avec un profil pédagogique dans la formation professionnelle des métiers de la sécurité. Donc, c'est le cas dans toute la Belgique. Donc, toutes les écoles de police, toutes les écoles d'ambulanciers, toutes les écoles du feu ont au moins un pédagogue. En tout cas, chez les pompiers, c'est une obligation. Nous avons un petit souci. Voilà, ça s'est reconnecté. C'est possible que ça vienne de chez moi et que je m'en excuse. Hein, non, il n'y a pas on de est sur problème. un réseau qui a parfois ses limites. Oui. Voilà, et puis après, quand vous serez diplômé, c'est de postuler, c'est d'oser, hein, c'est de répondre à des appels. Moi, j'ai été engagé ici parce qu'un ancien professeur m'a transmis une offre d'emploi et je me suis présenté, j'ai passé l'examen. Et voilà, comme d'autres, ça a pu se faire. Donc, voilà. OK. Ben, écoutez, merci pour la réponse à toutes ces questions. Donc, maintenant, on va passer sur la partie du question-réponse par les étudiants. Donc, pour les étudiantes, soit vous posez une question via le fil de conversation ou vous levez la main et je vous donnerai la parole. N'hésitez pas, évidemment. Voilà, Madame Kuhn, vous pouvez prendre la parole. Donc, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro sans problème. Voilà, bonjour. Je Bonjour. voulais d'abord vous remercier à tous les deux donc d'avoir organisé d'un côté et d'avoir présenté votre métier aussi simplement et aussi, voilà, c'était très clair, donc c'est agréable. Donc voilà, dans un premier temps. Après, c'était un beau métier. J'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde à côté, hein, je me permets. Mais, voilà, vous m'avez présenté un beau métier. Je vous avoue que je me suis connectée à cette séance vraiment pour découvrir ce métier parce que je me suis dit, tiens, on ne connaît pas trop ce genre de métier. Je vous avoue, je suis en passerelle en fait. Je viens de finir mes études d'institutrice primaire et je vais vers le master en sciences de l'éducation. Donc voilà, je ne sais pas encore trop où je vais et c'est pour ça que je prends tout ce qu'on me donne. Et ici, un beau métier de coordinateur, c'est beau. Et je me demandais un peu au niveau du recrutement, par exemple, comment ça se passait, vos relations, enfin vos entretiens de recrutement. Si c'est vous qui faites passer les entretiens de recrutement, justement. Donc, pour les formateurs. Oui, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, nous, on définit des profils de fonction qui sont liés à la charge de cours qui est vacante chez nous. Donc, d'abord, ils vont postuler, on crée bêtement un Google Form, hein, où voilà, ils peuvent postuler en ligne en disant, voilà, je me propose pour cette charge parce que j'ai telle ou telle expérience, j'ai tel ou tel diplôme dans la poche, évidemment lié au domaine pompier. Hein. Après, on va les recevoir. Donc pour un entretien plus de type motivation, parce que c'est bien d'avoir les résultats d'un Google Form, mais voilà, on ne connaît pas la personne
Et donc, bon, pour le moment, on fait ça à distance, hein, mais sinon, on les reçoit chez nous pour essayer de voir pourquoi ils veulent devenir formateurs, qu'est-ce qui, selon eux, les qualifie pour pouvoir donner cette charge de cours, en plus des papiers qu'ils pourraient, voilà, qu'ils pourraient avoir. Si l'entretien est concluant, ensuite, on va les mettre en stage probatoire, c'est-à-dire qu'on va les programmer pour un premier cours, si possible en binôme avec un formateur plus expérimenté. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye de faire ça, hein. Et là, pas forcément le premier cours, histoire de ne pas mettre trop de stress, mais après, on va les voir sur le terrain. Donc, on les observe, on débriefe avec eux. Et effectivement, si c'est concluant, tant d'un point de vue technique, donc on a des experts contenus qui, eux, vérifient la maîtrise sur le plan pompier, voilà, que du point de vue pédagogique, c'est feu vert. À ce moment-là, ils rentrent officiellement dans notre pool d'instructeurs et ils bénéficient, comme je disais, du service après-vente, accompagnement, plus de type coaching à ce moment-là, sachant qu'après, ils restent évalués annuellement par rapport à leurs prestations. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour nos formateurs. D'accord, donc c'est vraiment, oui, un suivi du début de l'envie d'être formateur de pompier à la suite, quoi. En fait, c'est chouette, c'est très intéressant. Oui, bah, c'est un système qu'on a. Après, c'est pas la planète universelle, hein, mais c'est un système qu'on a mis en place dans le cadre de notre démarche qualité. C'est-à-dire que mon service, ça s'appelle un processus hein, dans l'ISO 9001. Hein, et donc, mon processus est divisé en différentes procédures. Et il y a une procédure pour la sélection des nouveaux instructeurs. Et donc, bah, ça suit le workflow que je viens d'expliquer là, avec un petit élément en plus, c'est-à-dire que de plus en plus, en fonction de certaines charges de cours qui sont très spécialisées, on met en place des formations de formateurs plus liées au contenu. C'est-à-dire qu'ils vont suivre une formation pédagogique au minimum de 40 heures pour savoir donner cours. Voilà, on leur apprend les méthodes pédagogiques, voilà, comment évaluer, enfin, ces choses-là. Et en plus, dans certains cas, ils doivent suivre un certain nombre d'heures liées au contenu. Donc, par exemple, si on veut devenir formateur dans le domaine de la lutte contre l'incendie, donc tout ce qui touche au feu, hein, il faut faire 80 heures complémentaires à la formation de formateur pédagogique pour être autorisé à donner ce cours-là. C'est comme ça aussi qu'on participe à l'harmonisation des pratiques entre nos instructeurs, puisque justement dans le domaine de la lutte contre l'incendie, on a entre 35 et 40 instructeurs qui donnent les mêmes cours. Et on ne peut pas se permettre que chacun donne un cours différent. Donc nous, on utilise un concept qui est celui de la valise pédagogique. Et donc, il y a un support de présentation qui est le même pour tout le monde, une grille d'évaluation pour les examens pratiques qui est la même pour tout le monde. Voilà, c'est standardisé au niveau des supports. Et à travers la formation de formateurs, plus l'accompagnement à la fois pédagogique et technique, on arrive à, je dis harmoniser et pas standardiser parce que c'est important la nuance, on arrive à harmoniser les pratiques, chacun ayant sa propre identité professionnelle aussi. Hein, et voilà, notre but, c'est que chacun puisse s'épanouir. Donc, on n'en fait pas des robots, mais on en fait des êtres humains qui fonctionnent de manière assez équivalente. Ok. Super. Ouais, ben, c'est un beau métier en tout cas. Je vous remercie de vos réponses. C'est très intéressant. Je laisse la parole à mes collègues s'il faut. Ok, ça va, je vais voir. Est-ce que d'autres étudiantes ont des questions particulières? Donc, n'hésitez pas à lever la main, à répondre dans le fil de... Alors, voilà, dans le fil de conversation. Madame Di Marco qui demande, êtes-vous passé par d'autres métiers liés aux sciences de l'éducation avant celui-ci? Alors, oui et non, c'est-à-dire que durant mon doctorat, voilà, là, j'ai eu un métier de chercheur quelque part. Donc, durant ma dernière année de master, j'ai travaillé à 3/4 puis à full-time déjà au sein d'un des services de la FPSE, le service du professeur de Lièvre. Et après, j'ai fait mon doctorat dans ce service-là. Donc, on peut dire que grosso modo, pendant 5 ans, j'ai plutôt été chercheur. Mais voilà, après, je suis arrivé ici. Donc, on va dire que c'est mes deux expériences professionnelles qui sont très différentes et très enrichissantes toutes les deux. Et donc, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que votre doctorat et votre expérience de chercheur a eu
vous a amené des compétences utiles pour votre métier de responsable pédagogique? Alors, moi, j'ai envie de dire oui à 300%. Donc, allez, pour plusieurs raisons. Alors, en étant très pragmatique, au niveau du recrutement, c'était un plus. Donc, ils engageaient, la place ouverte était une place de master. Et moi, j'ai postulé avec un doctorat. Donc, j'avais un titre supplémentaire qui n'est pas reconnu au niveau rémunération, mais voilà, qui a été un plus par rapport à d'autres candidats. Donc, ça, c'est pour l'aspect recrutement. Et après, les compétences que j'ai pu développer dans le cadre de mon doctorat, elles sont très utiles, pas au niveau, euh, comment dire, méthodologique, puisque je n'ai pas dans ma fonction de responsabilité en matière de recherche, même si j'en fais quand même voilà, par plaisir, par l'intermédiaire d'étudiants que j'encadre dans le cadre de mémoire, par exemple, hein, ou de petites collaborations que je peux faire aussi de mon côté. Mais il est certain qu'au niveau du doctorat, on va apprendre à travailler, on va développer une méthode de travail voilà, qui fait qu'on est parfois peut-être plus efficace à traiter certains problèmes. Comment dire, réaliser un doctorat, c'est gérer un projet. Donc, on a des échéances, on doit travailler en autonomie et aussi en collaboration avec d'autres collègues. Et donc, je pense que clairement, ça m'a apporté un plus qui m'a permis d'être serein quand j'ai pris en charge cette fonction. Enfin voilà, moi je pense que c'était vraiment. C'est pas nécessaire. Il ne faut pas faire un doctorat pour être responsable pédagogique. D'ailleurs, le poste, voilà, comme je le dis, c'est un poste de master et c'est ça qui est attendu au niveau de la base légale dans les écoles du feu. Néanmoins, moi je considère que pour moi ça m'aide. Donc, Ok, merci. Alors, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il ne faut pas hésiter. Là, je vois Madame Rizzo, vous pouvez prendre la parole sans problème. Bonjour. Alors, Vous tout pouvez d'abord, allumer votre caméra, s'il vous plaît, si oui, ça ne vous dérange pas. pas de souci. Voilà, c'est plus agréable aussi pour Monsieur Desterck. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci pour vos réponses. Alors, moi, pendant cette petite explication, en fait, ça fait un peu référence à une envie de formation que j'aimerais bien suivre par la suite. En fait, durant nos études, ici, moi, je suis en Master 2, donc mon cursus se termine en sciences de l'éducation. Et on nous avait parlé de formation de futurs formateurs, par exemple, pour des futurs kinés. Est-ce que vous réalisez au quotidien, est-ce que c'est un petit peu la même chose, les mêmes démarches euh, que ces formations de futurs kinés? alors, on va se trouver dans deux mondes différents, parallèles mais différents. C'est-à-dire que les formateurs de kiné qui sont dans l'enseignement voilà, traditionnel, l'enseignement à proprement parler, hein, dans les hautes écoles, que nous, on est dans la formation professionnelle, et donc on ne dépend pas, même pas du même ministère. Nous, on dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, au niveau pompier, hein, je veux dire, bien sûr, moi, c'est la province, mon employeur, hein, donc, mais on ne fait pas partie de l'enseignement provincial, on est vraiment dans le domaine de la formation. Donc, on va attendre, dans ma fonction, typiquement, on va attendre le même type de compétences, mais pas le panel complet. Un formateur de kiné, lui, va être enseignant et donc va donner des cours, accompagner des stages. Donc ça, il y a des connexions. Par contre, on va beaucoup moins gérer des projets ou de la conception de dispositifs de formation. Euh, voilà, c'est des particularités qui sont propres à chaque métier. Et pour y arriver, le parcours est également différent, puisque pour devenir formateur de kiné, on va postuler dans une haute école, que chez nous, voilà, on s'est postulé auprès d'un institut provincial. Et, enfin voilà, la carrière est différente également. Donc, le master en sciences de l'éducation permet voilà, d'aller chercher les deux, de poursuivre les deux voies, mais il n'y a pas de connexion directe entre les deux en soi. Ok, vous pouvez juste me rappeler où il faut postuler donc pour avoir un job similaire au vôtre? Donc en Belgique, il y a
11 institutions, donc une par province plus Bruxelles, qui sont accréditées par le ministre, donc le ministre de l'Intérieur, pour pouvoir former les métiers de la sécurité, typiquement pompiers, policiers, ambulanciers. Voilà. Donc en province de Hainaut, c'est l'Institut provincial de formation du Hainaut, qui est situé à Jurbise, route d'Ath. Donc j'y suis ici. Si vous passez là où il y a tous les drapeaux, quand vous allez entre Mons et Ath, voilà, les drapeaux, c'est l'académie de police. Nous, on est juste en face. Donc ça, c'est les bureaux administratifs. Et alors, on a notre site pratique, donc où on fait toutes nos formations, qui est juste en face de Peridaisa. Donc si vous voyez des gros conteneurs, vous vous demandez ce que c'est la formation des pompiers. Enfin, pas que des pompiers, mais nous, on est fort présents sur place. Donc voilà, c'est auprès de l'Institut provincial. Évidemment, je veux dire, toute candidature spontanée est toujours bonne, mais il y a un processus de recrutement qui se fait lorsqu'un poste est ouvert. Il y a aussi des organisations d'examen de recrutement. Donc ça, à la province, en fonction des différentes fonctions, de temps en temps, ils organisent un examen pour créer une réserve de recrutement. Ici, on a eu c'était fin 2019 qu'il a commencé pour une réserve de recrutement de type psychopédagogue. Bon, c'est un peu old school comme nom, hein, mais c'est comme ça que c'est responsable pédagogique, voilà, qui a été réalisé. Et donc, on a eu aussi des extérieurs qui ont postulé pour cette fonction-là. Donc, mais si vous êtes mobile, potentiellement, vous comptez le nombre de provinces en Wallonie, et ça fait autant de postes de pédagogues existants, multiplié par le nombre de filières, comme je le disais, pompiers, policiers, ambulanciers. Et voilà, actuellement, il y a un poste à pourvoir, je crois, dans le Brabant wallon, en tant que pédagogue au niveau de l'école du feu. Sauf s'il a été pourvu tout récemment. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps sur Bruxelles. Et parfois les équipes s'agrandissent aussi. Nous, on est deux, parce qu'on est quand même une grosse école au niveau wallon, hein. Liège et le Hainaut sont les deux gros pôles de formation, hein, comme dans beaucoup de domaines. Mais voilà, on a le Namurois, le Brabant wallon et le Luxembourg aussi, hein, qui est une belle province, un peu loin, mais qui est sympa. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'une autre étudiante a une question? Le fil de conversation est toujours là et vous pouvez toujours lever votre main. Peut-être en attendant, Monsieur De Sterck, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à rajouter, peut-être dans le contexte de cette interview, évidemment, pour ces étudiants qui soit commencent, soit finissent leur master en sciences de l'éducation, mais avez-vous peut-être un autre conseil ou alors une autre explication sur votre métier? Deux choses que je peux ajouter. La première, c'est que avec votre master en sciences de l'éducation en poche, dites-vous que vous avez un super profil pour beaucoup d'organisations. Vous vous dites peut-être, voilà, il y a juste l'enseignement, la pédagogie, voilà, mais en fait, vous avez développé des compétences, et vous allez continuer à le faire, hein, mais qui sont liées à de la gestion de projet, et qui vous permettent de gérer une équipe. Voilà, c'est du fait de votre parcours et du type de cours que vous avez suivi, du type de TP que vous avez réalisé, vous avez travaillé en groupe, voilà, vous avez réalisé un mémoire, etc. Votre profil est quand même assez attractif pour pas mal d'organisations. Donc ça, je vous le dis parce que on s'en rend pas forcément compte quand on est dans le tube, mais voilà, vous pourriez tout à fait demain être amené à devenir coordinateur qualité, voilà, ou chef d'équipe, enfin voilà, c'est des compétences que de manière générale vous avez développées et qui sont cohérentes la plupart du temps avec votre profil d'étudiant en sciences humaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, et là, voilà, on le vit, hein, depuis un peu plus d'un an, vous avez vu l'accélération qui a eu lieu au niveau de la formation à distance. Vous avez aussi, comment dire, un atout dans votre manche,
si vous développez vos compétences dans tout ce qui est maîtrise des nouvelles technologies, parce que c'est ce que cherchent actuellement les institutions. Beaucoup d'institutions avaient dans leur rang des personnes voilà, qui ont dans leur rang des personnes qui ont des fonctions de pédagogue ou autres, mais qui n'ont pas nécessairement, durant leur cursus ou par leur expérience par la suite, développé leur maîtrise du numérique, etc. Donc, si vous voulez mettre un atout voilà, sur votre CV, la maîtrise de Moodle, la maîtrise de logiciels de type conception de cours en auto-apprentissage, voilà, H5P, Articulate, voilà, etc. C'est clairement un plus. Donc, il ne faut pas le mettre si vous ne le maîtrisez pas, mais développez cette corde à votre arc parce que ça ne fait pas un pli, c'est un plus. Donc, voilà. Merci, merci. Alors, est-ce que les étudiantes ont une question? Eh bien, Madame Kuhn, vous pouvez prendre la parole. Bah, merci déjà pour votre conseil. Hein. On prend toujours hein, tous les bons conseils, donc, donc voilà. Et sur ce point de vue du numérique, je suppose que c'est plus le point de vue ingénierie de formation ou de formateur qui vous a aidé dans ce point de vue-là. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est... Non, mais je vais essayer de répondre et si jamais ma réponse n'est pas complète, je compléterai. Donc, très clairement, dans le master en sciences de l'éducation, vous avez la possibilité de choisir une orientation qui est liée aux technologies. C'est un choix. C'est une bonne orientation. Les autres sont très bien aussi, hein. Mais pour développer vos compétences dans ce domaine-là, c'est un choix approprié. Là, vous allez travailler sur ce qui est justement ingénierie de formation pour des formations à distance, pour des formations en hybride. Et ça continue d'évoluer. Hein. Il y a un an de ça, on n'avait jamais entendu le terme comodal et maintenant on le met à toutes les sauces et on fait des formations qui sont à la fois présentielles et à distance au même moment, qui sont voilà. Donc ça c'est la première voie de spécialisation. La deuxième, c'est de vous auto-former, c'est-à-dire que vous êtes, on attend de vous à l'université et c'est ce qui sera attendu de vous aussi dans le milieu du travail, d'être capable d'apprendre à apprendre. Et typiquement, de nouveau, je pense qu'avec un profil de sciences de l'éducation, c'est votre force. Moi, je dis tout le temps, on est des machines à apprendre. Parce que voilà, on a vécu 5 à 6 années de formation en haute école et à l'université où on a décrypté tous les processus d'apprentissage et où on a appris plein de choses. Et du coup, on devient un peu des spécialistes de l'apprentissage pour soi-même quand on se connaît bien. Et après, pour les autres, évidemment, c'est le but. Donc, apprenez par vous-même, inscrivez-vous à des MOOC, voilà, découvrez, téléchargez des logiciels, amusez-vous à les utiliser et dites-vous que vous continuerez à le faire tout le temps parce que ça évolue en permanence. Donc, il y a ces deux voies-là. Bon, après, voilà, je parle de nouvelles technologies, ce n'est pas la seule voie de spécialisation qui ait du sens. C'est vraiment chacun doit s'orienter vers ce par rapport à quoi il a une sensibilité. Je ne dis pas qu'il faut être technopédagogue pour trouver un emploi, hein, absolument pas. Hein. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, c'est ce que cherchent beaucoup d'organisations. Et voilà, donc dans les conseils que je donnerais aussi, si par exemple l'aspect plus formation de formateur, l'aspect voilà, justement responsable pédagogique, etc., vous intéresse, faites en sorte de suivre le petit cours donc méthode de l'accompagnement que je dispense au MapMas, au master en sciences de l'éducation, parce que voilà, typiquement, on y voit les responsabilités que j'ai évoquées tout à l'heure. J'essaie de vous en dire plus. Ici, c'est sur 1 heure de temps, mais là, on a 15 heures ensemble pour découvrir un petit peu ce que fait un responsable PEDA et on essaye de vous donner des outils voilà, pour pouvoir doucement mettre voilà, la main à la pâte dans ce domaine. Madame Kuhn, ça convient à votre question? Oui, tout à fait. Vous avez réussi à répondre correctement. Merci. Merci.
Alors, donc je vais reposer une dernière fois la question de savoir si vous avez des questions pour Monsieur De Ster. N'hésitez pas. Voilà, bah, je ne vois rien arriver. Donc, déjà, je vous remercie, Monsieur De Ster, pour avoir participé à cette interview, répondu à nos questions. On en sait un peu plus maintenant sur ce métier, ce beau métier. Et donc, je remercie aussi les étudiants d'être venus à cette interview. Et voilà, je vais clôturer maintenant cette interview et je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde, avec plaisir. Et donc voilà, si vous avez besoin d'autres informations, mes coordonnées de toute façon sont disponibles. Bonne Ok. formation. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.